Sur la longue durée, l'histoire se trame dans les labyrinthes des inconscients collectifs, en relais des mutations techniciennes. Sur le court terme, elle nous fait de l'œil ou des grimaces, avec des personnages hors gabarit, des saints, des héros, des cinglés audacieux et des fanatiques. Ginette Bougrab a lu assez de livres d'histoire pour savoir que dans ce pays, les vestes tournent et s'enroulent autour du manche le plus voyant. Mais l'histoire surgit, elle brouillonne, distante, comme la bande-son d'un film que personne ne comprend. Et aux approches du dénouement, c'est plutôt le Sophocle. Les cœurs se taisent, les comparses disparaissent. L'inconscient collectif couronne son roi. Cette divinité grecque au désir capricieux et cruel mutine volage, bigote, oublieuse et rancunière. Alors, les guerres intellectuelles ne sont pas gagnées par les armées régulières, mais par les francs-tireurs. Plusieurs fois, un paragraphe d'histoire s'est écrit sous ses yeux et sur son dos. Mais surtout, nous montrerons ce soir que pour l'homme tout court, l'homme pas nouveau, l'héritage est le sanctuaire de l'universel. Jusqu'à la consommation des siècles, la mémoire reconstituera des parentés et des allergies, des sédentarités et des errances, des mêmes et des autres, des ici et des ailleurs, des patries intimes, des façons particulières d'aimer et de haïr, de célébrer les aubes et les crépuscules, les printemps et les automnes. Jeannette Bougrab, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous écrivez dans un de vos livres, il faut dire que tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie a été fait dans une grande solitude. Je suis la caricature des femmes célibatantes dans les magazines féminins. Pourquoi cette grande solitude ? Euh, Je crois que c'est en partie lié à mes origines sociales. En fait, quand vous partez, mes parents, moi je suis fille de harki, donc évidemment Oui, on va en par parler. rapport... D'ailleurs, Sarkozy qui fait un discours pour vous et il ne cite pas que vous êtes fille de harki, c'est terrible. oui, On va en parler. mais en même temps, il a fait de très beaux gestes et je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy et je ne fais pas partie de celles qui tournent des vestes, voilà. Qui tourne sa veste quand les choses sont un peu difficiles. Voilà. Non, c'est que quand mes parents ne savaient pas lire et écrire, je suis de Châteauroux, en fait, comme Michel Denisot et Gérard Depardieu. Et quand je suis partie de Châteauroux pour faire des études, et que quelque part, là, le fait d'être... l'ascension sociale vous éloigne de votre famille, de votre milieu. Je suis de culture mixte, en fait, de culture arabe et musulmane. Donc oui, on entend peut-être des balbutiements. Oui, Pépé, c'est moi. C'est une émission familiale. Oui, Avant tout, on est sur une mais chaîne publique, oui, c'est familial. non, mais oui, c'est ça. Et je crois que ce que je voulais par-dessus tout, c'est ne pas reproduire le modèle. Ma mère m'a poussée à ne pas être comme le destin qu'elle a eu. Voilà. C'est-à-dire mais d'être une femme mariée qui n'a pas pu aller à l'école, qui a consacré sa vie à ses enfants, ce qui est très très bien, mais elle aurait voulu faire des études, elle aurait voulu avoir des enfants sans être contrainte de se marier, elle aurait voulu voyager, elle aurait voulu. Et je crois que pour en arriver là où je suis arrivée, eh ben, j'ai dû faire la croix sur un certain nombre de choses. Voilà. Et vous racontez dans Maudite, cette famille extrêmement modeste, vos grands-parents ont 15 enfants. Non, c'était 12. Mais Ah, pas vous 12 en avez rajouté 3. Mais non, mais c'est Mais pas 6 grave. morts avant 5 ans, c'est terrible. Oui, mais c'est les mortalités infantiles. Ouais. Vous savez, c'était le grand drame de ces pays-là, c'est-à-dire les modes de contraception d'aboutir, mais c'est utile. En fait, ma grand-mère était enceinte de manière permanente, c'est affreux, et donc elle était alitée la plupart du temps, et ma mère, qui était l'aînée de la fratrie, était une petite bonne, en fait, c'est ça. Et votre tante, âgée de 15 ans, s'échappait souvent et se faisait fouetter à coups de rallonge par sa mère. Oui, parce que les gens pensent que la violence est souvent le fait d'hommes, ce qui est vrai, mais les femmes sont parfois les complices de ces violences, parce que quand on parle, par exemple, d'excision, qui n'existait pas dans ma famille, hein, mais c'est les femmes, c'est les exciseuses, c'est la tante, la grand-mère qui va emmener la petite fille pour subir une mutilation. Et alors vous racontez, qui était-ce qui faisait encore pipi au lit à 14 ans et qui était puni par votre mère avec une fourchette brûlante sur... Vous allez directement sur les sujets très... très oui, mais c'était des choses qui étaient... Enfin, c'était avec ma grand-mère, donc c'était affreux, je me souviens de ça, mais c'est pour vous dire que c'est très difficile de rompre le cycle de la violence. Parce que vous les prenez à brut comme ça. Moi, j'étais petite, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point... de rompre le cycle de la violence, de la reproduction, parce que souvent des femmes qui ont été
mariés très jeunes, à qui on n'a pas laissé le choix. Le mariage d'amour est quelque chose qui n'existe pas. C'est soit on est marié de force, soit c'est un mariage arrangé. Et bien d'éviter de faire en sorte que de ne pas reproduire ça sur ses filles en disant... Parce que quelque part, les femmes trouvent une forme de revanche en disant moi, j'en ai bavé, il n'y a pas de raison qu'elle n'en bave pas, en fait. Et donc, je trouve que ma mère, malgré... elle a été exceptionnelle parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Alors peut-être aussi avec mes excès qui conduisent à ça, si elle n'avait pas été capable d'éviter à ses filles d'avoir à arrêter leurs études. Moi, j'ai des cousines qui se sont mariées, qui ont marié jeunes, qui n'ont pas fait d'études. Je me souviendrai toujours de mon grand-oncle qui me dit « Mais pourquoi tu n'es pas encore mariée ?» Je dis « Je fais un doctorat. » Il me dit, mais regarde ma fille, elle a 20 ans, elle a 2 enfants. Je dis, ah ouais, c'est pas mon projet de vie, c'est pas... Mais c'était pas facile et mes parents ont accepté ce que je suis. Voilà. Vous dites, on envoie des sondes dans l'espace, on trouve le boson de Higgs, on décode des génomes, mais les femmes, cette moitié du ciel, que voient-elles de ce progrès? Eh bien, ça dépend. Là, mes messieurs parlent, je sais pas. Moi, j'avais été très... Ce sujet-là, je le porte en moi. Donc, c'est quand des siècles de... c'était... je ne sais pas si vous avez lu La moitié du ciel de Nicolas Christophe. Oui. Et ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est cette espèce de constance, que vous soyez dans le monde arabo-musulman ou dans le monde asiatique, c'est les violences dont sont victimes les femmes. Et Amir Tarsem, prix Nobel d'économie, j'allais dire prix Nobel de la paix, disait qu'il manquait 100 millions de femmes en Asie. Et ma mère, qui était interdite d'école, eh bien, quand j'ai eu la chance de pouvoir faire un documentaire sur interdit d'école, vous allez au Cambodge, c'est la même chose. Quand on doit sacrifier un enfant, c'est la fille qu'on envoie dans les rizières, c'est la fille qu'on envoie dans les briqueteries, ou bien c'est la fille qu'on envoie au bordel pour gagner de l'argent pour sa famille. Voilà. Et vous racontez cette famille de culture musulmane, croyante mais pas pratiquante, et cette chose assez étonnante que vos parents ne connaissaient aucune prière. Et vous dites qu'ils mélangeaient l'islam avec le catholicisme. C'est-à-dire qu'ils brûlaient des cierges à l'église le 15 août, ils faisaient le sapin de Noël, ils faisaient les œufs de Pâques, ils faisaient aussi le mouton égorgé, mais ils faisaient tout. Et il y avait un mélange des cultures, en quelque sorte. Mais c'est ce qu'on appelle l'intégration. Voilà. En fait. Je sais, moi, ça me... Et c'était très chouette parce que mes parents, qui étaient très pauvres, qui n'ont pas été à l'école en Algérie, donc, eh bien, de donner à leurs enfants... Nous, on ne parlait pas arabe à la maison, mes parents parlaient entre arabes, mais... c'est un peu comme l'immigration polonaise ou italienne de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas italien, là, ou bien comme la République a fait sous la Troisième République en interdisant aux Bretons de parler breton ou aux Antilles. Donc ils savaient que l'intégration passait par la France et voilà. Et puis c'était très, très chouette, on n'avait pas... Mes parents n'ont pas d'argent, donc on avait les cadeaux du comité d'entreprise de chez Flony, Cochemanberger, où mon père travaillait. Mais et c'était chouette. Et alors c'était assez beau parce que... Alors maintenant, mais par exemple, ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, Maître Gibbs dit qu'il ne faut pas souhaiter Noël. Donc j'ai l'impression que mes parents sont une espèce qui ont disparu. Mais ils aimaient l'intégration républicaine, et à tel point que, par exemple, ils étaient attachés à vos résultats scolaires, et c'est pour ça qu'ils étaient contre le ramadan, parce qu'ils pensaient que si vous étiez, vous mangez pas, etc., vous auriez de moins bons résultats scolaires. Vous voyez qu'il y avait un primat, finalement, de l'école de la République sur les croyances. Ah oui, bien sûr, mais j'ai jamais vu mes parents faire le ramadan. Il n'était même pas mon père, qui arrivait de l'usine à 5h30 du matin, se levait à 8h pour nous emmener à l'école, pour pas qu'on soit fatigué. Il fallait pas qu'on se fatigue, il fallait qu'on soit... Et donc, c'est pour ça que... je dis à ma fille, l'école c'est important comme mes parents. Qui est avec nous. Oui, c'est donc les bruits, c'est soit ma fille, soit mon fils. Et donc ma fille, je lui répète, je dis, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as? Je répète, en fait, je suis le pur produit, la reproduction de ma mère. Et je lui dis, mais tu te rends compte de la chance que tu as? Elle est... dans un quartier favorisé, elle va au conservatoire, elle apprend, elle va à la danse classique. Mais attendez, mais moi je ne sais même pas reconnaître un do d'un si. On n'avait pas d'activité parce qu'on n'avait pas d'argent, en fait. C'était juste mes parents. Et donc, elle a les livres. Et donc, quand elle est...
Et je dis, mais il faut que tu fasses des études, tu dois réussir, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi, comme ma mère le répétait. Et parfois, quand elle me dit, mais j'y arrive pas, je dis, mais tu sais, mais mamie, elle ne pouvait pas m'aider, elle savait pas lire écrire, donc à la maison, c'était soit... Et donc, des fois, je me dis, mais c'est terrible, est-ce qu'elle aura cette même rage, cette même envie de s'en sortir, voilà. Et j'ai peur pour elle. Et d'ailleurs, vous dites presque avec malice, je suis berrichonne. Moi, mais c'est Vous vous comme sentez mamie. berrichonne? Mais oui, mais oui, comme... mais ça fait partie... de mes racines, c'est-à-dire c'est là où je suis née, c'est là où je souhaite être enterrée. Et alors, vous parlez du ramadan et vous dites, les ouvriers, comme votre père qui est ouvrier, ils prenaient congé pendant cette période pour ne pas perturber l'usine. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le principe du ramadan prime sur l'égalité, prime sur la laïcité, prime sur tout le reste. Alors qu'avant, ça passait presque après et on s'arrangeait avec, finalement. Bah, aujourd'hui, c'est le religieux prime surtout, c'est-à-dire que là, je regardais une dépêche AFP. Donc du coup, comme l'émission était en différé, donc donc la semaine dernière. Et Un jour seulement de différence, je Ah, vous rassure. C'est très vite. pardonnez-moi, c'était des hijabeuses, en fait, on appelle On va ça, en je parler. dirais, qui souhaitent en fait que désormais le combat aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer au foot en fait avec le voile. C'est-à-dire que des filles françaises ont les mêmes combats que les mollahs iraniens qui veulent imposer le voile ou les saoudiens dans les compétitions internationales. Donc je me dis, je sais pas, je me dis, qu'est-ce que penserait Gisèle Halimi de tout cela, voilà. Alors en 2004, vous êtes porte-parole du UMP. Et ça, c'est terrible. Vous avez une conversation avec Valérie Pécresse où vous dites que vous êtes athée. Et elle vous dit, ne le dis jamais, car l'athéisme est segmentant. Les Français n'aiment pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Et vous dites, c'est une sorte de tabou, hein, voire un gros mot en politique. Être croyant serait plus rassurant. C'est Oui, terrible non, ça. non, c'est en même temps, j'aimerais avoir la foi religieuse. Je me dis que peut-être que ça rend les choses plus faciles quand. Mais mes parents n'aimaient pas mon athéisme, hein, je vous rassure. Mais ils me disaient rien. Ils avaient juste peur que ça me porte la poisse. En même temps, j'ai eu beaucoup la poisse. Alors ils avaient peut-être pas tort. J'aurais peut-être dû croire en Et Dieu. vous dites, vous êtes pas vos parents n'auraient pas du tout été contents parce que ils rêvaient d'autre chose pour vous, quoi. Ils rêvaient d'un Ah modèle beaucoup plus traditionnel, donc beaucoup non, plus archaïque. ma mère aurait aimé que je reste. J'étais maître de conf à Paris 1 avant d'intégrer le Conseil d'État. Elle aurait adoré que j'ai mon poste à Châteauroux près Voilà, c'est d'elle. ça. Non, mais en même temps, parce que la vieillesse venant, vous avez envie que vos enfants soient près de vous. Elle aurait peut-être aimé parfois que je vienne à la maison le soir, que je fasse le ménage, parce que je ne suis pas du tout une femme d'intérieur. Et ça, je crois que ma mère me le reprochait un petit peu. Mais comme j'avais de bons résultats à l'école, ça passait. Mais ma mère, elle n'est plus là, mais... Et quand vous accompagnez, je sais qu'il y avait des mots aussi tabous parce qu'il y a l'athéisme et la maladie. Il ne faut pas en parler de la maladie. Ouais. Donc, et quand j'ai... C'est un mot que vous avez beaucoup prononcé à une certaine période et on vous l'a presque reproché dans les médias, ce qui est terrible. Oui, mais je trouve ça complètement absurde parce que on est tous touchés dans nos familles par le cancer et quelque part, ils doivent... je trouve qu'il y a un rapport à la maladie ou à la mort qui est comme très compliqué dans notre société, qui traduit la plupart du temps un manque d'empathie. Voilà. Et, ma mère est partie d'un cancer, donc vous avez le temps de parler, de dire les choses quand les gens partent pas brusquement comme ça. Et j'aurais aimé que... Enfin, je dis à ma mère que peut-être que si j'avais été plus traditionnelle, elle aurait été plus fière de moi, en fait, c'est-à-dire mariée... je sais pas, ou des choses comme ça. Elle m'a dit que non. Et donc j'ai trouvé ça assez. Voilà, ma mère m'a été, et voilà, elle a été parfois très excessive, et ce qui m'a permis en réalité de vouloir partir le plus rapidement possible de la maison. C'est aussi un moteur pour réussir ses études. Mais est-ce qu'on voit aussi, autrefois au Moyen-Âge, les cimetières faisaient partie du village, la mort faisait en quelque sorte partie de la vie, était partie intégrante de la vie, et au fur et à mesure des siècles, on a voulu éloigner la mort de la vie. On a voulu faire comme si on ne la connaissait pas, faire comme si on ne la comprenait pas. Il y a deux choses dont on refuse de parler, c'est la mort, la vieillesse et la maladie. La preuve en est, on essaye par tous les artifices de gommer ces traits qui sont très beaux. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des rides et des marques du temps sur les visages.
et donc, et on le voit bien sur la question de la vieillesse, on veut surtout pas être à côté de. Il y a très peu de textes, vous qui êtes un littéraire, sur. Je crois qu'il y a un texte de Simone de Beauvoir sur la vieillesse, voilà, mais voilà, je trouve que c'est. Voilà, mais Florent Pagny vient d'annoncer son cancer du poumon et il y a une très grande sollicitude. Donc voilà, donc quand c'est Madame Tout n'est pas perdu. Évidemment, quand c'est Madame Bougrab-Zora qui a un cancer du pancréas, on se dit que ça doit être caché. Donc, mais c'est terrible. Voilà, je trouve que voilà, c'est. Et vous dites à propos, par exemple, de l'importance du religieux, en 2004, Nicolas Sarkozy écrivait un livre avec le père Philippe Verdun, et il parle du rôle civilisateur et apaisant des religions. Oui, Est-ce que alors. c'est pour vous montrer qu'il comprend l'islam ou c'est dans une Non, tentative pas de... du tout, pas du tout. Non, je crois que c'était aux éditions du CERN, d'ailleurs c'est ma maison d'édition, et que ça fait partie en réalité, et c'est un croyant, il est Nicolas Sarkozy, donc il est... Non, non, je ne dis pas du tout que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, par les principes qu'il véhicule, et on le voit à travers le pape François. Mais j'ai du mal à penser qu'aujourd'hui, le rôle civilisateur des religions, voilà, que ce soit l'islam radical ou les intégristes bouddhistes, j'ai un peu du mal à penser que ça contribue à apporter de la paix dans le monde. Alors, le 17 septembre 2008, il y a une cérémonie où Nicolas Sarkozy vous remet l'Ordre national du mérite pour récompenser votre parcours d'intégration réussi. Et vous dites que c'était une forme de revanche personnelle de vos parents paysans venus d'Algérie et votre père Arki devenu ouvrier à Châteauroux, d'un HLM de Châteauroux au Palais Royal et de cette école républicaine qui a déjoué les déterminismes sociaux. Mais vous dites qu'il y a une forme d'amertume que Nicolas Sarkozy n'a pas assez parlé du fait que votre père s'était battu pour la France et qu'il avait été harki. Oui, il y a une forme de misérabilisme presque. Mais enfin, vous savez comment ça se passe, parce que donc c'est en gros des conseillers qui écrivent les films, bien sûr, ouais. et donc le président, voilà, et en fait vous avez, alors moi je n'étais pas suffisamment important, donc il y avait une série de récipiendaires, donc on était alignés, mais en même temps, c'est vrai que je voulais que mon père était un soldat, parce qu'il est parti il y a quelques mois. Et mon père était un homme qui se tenait droit, en fait. Donc, la vision du travailleur migrant. Mon père était effectivement travaillé dans une usine de fonderie la nuit, mais vous imaginez pas la force qu'avait mon père. Donc, c'était un soldat, il avait plein de décorations, la médaille militaire, il avait des citations, il a sauvé des vies, il a été blessé pendant cette guerre d'Algérie dont on refuse de parler, sauf pour la caricaturée. Et je trouve qu'il avait presque un côté suicidaire d'ailleurs. Et donc je voulais qu'on rende hommage. Et en même temps, je vais vous dire, grâce à Nicolas Sarkozy, quand mon père s'est éteint, la Nouvelle République, parce qu'il faut lire la Nouvelle République, parce qu'en réalité, la vraie presse, c'est la PQR. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est celle qui est lue. Les chiens écrasés. Non, pas du tout. C'est celle qui est proche des gens, voilà, de ce qui concerne. Et pas... Quand mon père est parti en février, ils ont pris la photo qui avait été faite à l'Élysée lorsqu'on m'a remis cette décoration. Mon père avait une quinzaine de décorations, moi j'avais... 15 heures. Ouais. Et il avait sa poitrine là, et il y avait mon frère qui était là, qui était militaire, que l'Élysée a fait revenir, parce qu'il était au 1er régiment de tirailleurs, il était, je crois qu'on était en Nouvelle-Calédonie, qui a été en OPEX au Kosovo, et donc j'étais très fière, parce que en réalité, ce qui a été ma revanche, c'était que mes parents, qui étaient humiliés dans la supérette parce que ma mère savait pas lire et remplir des chèques, ou qu'on n'avait pas assez d'argent et qu'on devait rendre des courses, et ils étaient sous les dorures de la République. Mais il y a quelque chose qui vous a un peu agacé, c'est que votre père a épousé une femme de ménage, et Nicolas Sarkozy, dans son discours, dit 20 fois, répète, une femme de ménage. Et il y a un côté misérabiliste, alors que c'était des hommes qui étaient droits, qui étaient debout, qui se faisaient pas plaindre en quelque sorte. Et il y a un peu un côté comme si on allait les plaindre dans ce discours. Oui, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait blessée. Mais je vous dis, je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy. Le fait, je vous dis, c'est pas... voilà, il a de faire venir mes parents, c'était chouette. Et comme mon père, je vous dis, donc, qui est parti, donc la Nouvelle République a fait un très très bel hommage à mon père, et sans doute... le plus c'est beau, une presse régionale. Qui rend hommage voilà, à c'est pas les réseaux, ça. Non, mais je pense que les deux sont importants.
Et vous savez, mon père était porte-drapeau. Vous savez pas ce que c'est, parce que vous êtes Si, parisien. Et donc, mon père, jusqu'au dernier moment, et bien, toutes les cérémonies, le 11 novembre, le 8 mai, etc., il était là avec son drapeau à toutes les cérémonies. Et ça m'a beaucoup touchée que le préfet, lorsqu'il y a eu la journée d'hommage au harkis, disait il manque quelqu'un, c'est le sourire de Monsieur Bougrabe. Voilà. Et donc ça, c'est chouette, parce qu'il y avait comme un exemple, on avait un exemple de gens extrêmement dignes et forts, et moi, j'arriverai jamais à la cheville de mes parents. Voilà. Alors, vous racontez que vous êtes secrétaire d'État durant le printemps arabe, et à 2 reprises, vous allez court-circuiter la parole officielle du gouvernement. Déjà, lors de l'affaire de la Tunisie, de l'Égypte plutôt, vous êtes pour un retrait de Moubarak contre l'avis général du gouvernement qui soutient le régime en place. Et de la même manière, Ali Omari avait proposé un envoi de matériel de protection à la police de Ben Ali en Tunisie pour mater la révolte. Et là, vous allez faire dézinguer par Claude Guéant. Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais j'étais à Davos, donc vous allez me dire, c'est un peu ce que m'a dit Au François sommet Fillon. Oui, Ah. j'étais Young Leader en fait. On passe de Châteauroux à Young Leader. Et donc j'étais invitée, et on me pose la question, et en fait, je ne sais pas si vous voyez comment est Davos, en fait, vous êtes enfermé. J'ai un micro. Ah ouais, Oui, donc en fait, ce qui se passe, et on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Moubarak? Je crois que c'était Radio France, alors laquelle? Est-ce que c'était France Info? Je dis, oui, il faut qu'il parte, après 30 ans, c'est plus possible. Non, dans quelle démocratie on peut accepter que quelqu'un, sans compter la corruption, le jeu avec les frères musulmans, l'oppression, et je ne savais pas qu'au même moment, Nicolas Sarkozy, David Cameron et Angela Merkel faisaient un communiqué commun pour soutenir Moubarak. Et d'ailleurs, il part 10 jours après. C'est Oui, ça mais, ce qui est sidérant. Et personne vous donne raison quand. Non, mais je me suis fait pourrir. Et donc je reçois un coup de fil. En fait, j'ai été avant-dernière au rang protocolaire. Peut-être que cette période, j'étais même dernière au rang protocolaire. Donc, pour vous dire l'important, je crois que c'est une des rares fois où j'ai dû faire le buzz. J'étais même invitée au journal de 20h, mais j'ai vu quand même. Donc, mais je le pensais sincèrement. Et donc, on m'a demandé, le directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie m'avait demandé, qui était Hervé Latsou, de m'appeler mon attaché de presse en disant qu'il faut qu'elle fasse un communiqué pour retirer ce qu'elle a dit. Voilà. Et pendant toute la journée, on me demandait de retirer. Et mon directeur de cabinet, qui m'avait été imposé par Luc Châtel, juste après a remis sa décision en disant mais elle est totalement incontrôlable. Et ce qui m'a permis après de choisir mon directeur de cabinet. Mais il y a une phrase de Claude Guéant qui est un peu ambiguë. Il vous dit il n'y a rien à faire avec les gens comme vous. Alors, je ne sais pas ce que ça représente comme vous. Il y avait eu Ramayad avant. Donc voilà, c'est ça. Non, mais des fois, on va pas tirer sur des ambulances, mais c'est la dernière fois. La prochaine fois, c'est fini. Oui, non, c'était vrai. Et en fait, ce qui est assez... les gens ne le savent pas, mais personne ne m'a soutenu. C'était terrible parce que, en gros, François Fillon avait été très, très, très élégant avec moi. Les gens ont déformé les choses. Parce qu'en fait, j'ai été convoquée, donc on était à Davos. À 20h, je reçois un coup de fil de François Fillon. Il me dit Jeannette, fais attention à tes propos, etc. Je dis oui, bien sûr. Voilà, mais ne me demandez pas de retirer. Et ensuite, à 22h, j'étais dans ma salle de bain, et cette fois, c'est Claude Guéant, et là, c'était moins sympathique. Et à minuit, l'officier de sécurité tape à la porte en disant « On doit partir, je suis convoqué à Matignon ». Et quand vous êtes convoqué à Matignon, vous savez que soit vous allez être viré, et donc moi, je n'avais pas l'intention de me laisser virer, donc j'avais présenté ma démission. Et c'était pas très... Et donc, j'avais rédigé ma démission dans l'avion, et c'était difficile parce qu'on était une petite équipe très resserrée. Vous êtes secrétariat d'État, vous êtes 6 dans le cabinet. C'est des gens qui étaient jeunes, qui avaient des contrats, donc qui se retrouvaient. Moi, j'étais fonctionnaire, je retrouverais ma place. Et j'ai rédigé ma lettre de démission et je l'ai posée sur la table. Alors, Luc Châtel me dit « Tu vas pas faire ça, pourquoi tu m'as pas appelé ?» C'est un désastre parce qu'il y avait eu le problème avec Michel Alliot-Marie qui avait soutenu... Et donc, je crois qu'on était 2 issus d'immigration, donc ça la foutait plutôt mal de voir l'un des rares ministres de la diversité, au plein de milieu du printemps arabe, se faire dégager alors qu'elle disait ça. Et je m'étais fait engueuler à la Conseil des ministres. Et je disais, mais vous serez très content parce qu'il va partir. Il m'a dit, t'as fait une connerie. Je dis, écoute,
écoutez, on verra, mais je ne faisais pas ma fière. Hein, donc, on m'a demandé... 10 jours après, il est parti. Il partait, mais il n'y a pas un journaliste qui a dit, mais elle avait raison, etc. Les gros titres, c'est la boulette, Jeannette Boudra. L'histoire est injuste. Non, mais j'attends pas de reconnaissance de ça, mais ce qui est assez... Mais moi, je disais, je m'en fous, je vais me faire virer, je vais aller place Tahrir manifester, et voilà, et ensuite, je me suis fait à nouveau engueuler parce que, y compris sur l'Égypte, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'islamisme modéré et pas de charia light. Oui, vous avez dénoncé la passivité des États occidentaux devant la montée des intégrismes religieux. Oui, parce qu'ils étaient... Et là, Matignon veut faire annuler l'article, carrément. On veut faire interdire l'article. Oui, non, mais ils disent, vous allez dire que... Et en fait, parce qu'en réalité, vous êtes muselé quand vous êtes dans un gouvernement. Chevènement a raison. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et c'est la réalité. Donc, tout ce spectacle-là... de jeunes qui font tout. Enfin, dans ce gouvernement-là, tout est validé par Matignon. S'il n'y a pas une interview qui sort qui n'est pas validée par Matignon l'Élysée. Et donc, quand vous avez un peu d'indépendance, quand vous comprenez le système, et il faut dire, j'avais été à rude école avec la HALD, c'est quand vous avez des convictions profondes, et que vous n'êtes pas là pour plaire, mais pour défendre des idées auxquelles vous croyez, vous donnez la copie au dernier moment quand vous savez que c'est imprimé, c'est en cours d'impression, mais vous prenez des risques. Mais moi, j'avais pas de budget, j'étais pas ordonnateur des dépenses, donc ma seule possibilité, c'était de faire avancer des idées. Faire avancer des idées, c'est ça. Et donc, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre dans la vie politique. Voilà, donc, Et quelle position vous avez eue sur l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye? Par contre, là, je ne suis pas intervenue, il m'a demandé de le faire. Je dis, non. Mais rétrospectivement. J'avais pas d'opinion sur ça, mais quand je ne sens pas les choses, que je ne suis pas convaincue, je n'en parle pas. Voilà, ça fait partie des... C'est-à-dire que je peux aller très loin quand je défends des choses et je brûle tous mes vaisseaux. Et c'est un peu... je ne sais pas si c'est le bon conseil à donner, mais en tout cas, je suis comme ça. Mais par contre, je ne comprenais... Quand je ne maîtrise pas, ce n'est pas une partie que je connais bien, mais il me l'avait demandé. Et je dis, non, à chaque fois que je parle sur ces pays-là, je me fais convoquer, engueuler. Donc, voilà, je dis là, mais je n'étais pas intervenue. Vous parlez d'une petite femme très frêle, avec des cheveux très noirs, comme son âme, une icône glamour, capable de visiter en juillet 2012 les ruines de la Libye avec des talons de 12 cm, une intrigante qui ferait de la diversité son fonds de commerce et chercherait à en conserver le monopole, une copine rigolote en façade, mais intrigante, redoutable dans l'ombre, c'est Rachida Dati. Et vous dites, est-ce que c'est elle qui a eu raison de vous en 2012, quand vous étiez secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative? Non, parce que en l'occurrence, je suis allée jusqu'au bout du mandat. Non, elle est impressionnante, Rachida Dati. Moi, je n'ai pas le quart du millième de son talent. Enfin, il faut quand même... et je n'ai pas ce... Non, elle est redoutable. En fait, c'est terrible parce que je lisais le livre de Michael Darmon et c'était sur Bellamy, en fait, c'était sur elle. Et là, vous feuilletez le livre et vous voyez en fait qu'elle vous dézinguait. En fait, c'est la vie. Hein, donc, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été très surprise, mais c'était le cas dans la vie politique. C'est que à l'époque, à l'UMP, il y avait très peu de femmes, en fait, et elles ne se faisaient pas de cadeaux. C'est-à-dire que Nathalie Nathalie Kosciusko-Morizet ou Valérie Pécresse n'était pas de leur intérêt de voir plus de femmes émerger. Donc c'est là où... C'est tous les processus liés aux minorités, c'est-à-dire qu'il y a quand même des phénomènes, mais je le parle aussi pour la diversité, en fait, c'est que soyez femmes issues de la diversité, etc., normalement, il devrait y avoir un sentiment de solidarité pour faire émerger le maximum. Rachida Dati, il y en a mieux très modeste, je crois que son frère était très trafiquant de drogue, enfin, mais dans toutes les familles, vous avez... voilà, j'ai pas de... Non, mais moi, j'ai de l'admiration pour elle. Moi, j'ai pas cette énergie qu'elle a. Elle est toujours dans la vie politique, elle a cette pugnacité. Attendez, moi, je suis désormais mère de famille. On l'a vu. Je trimballe ma smala avec moi. Donc, non, moi, je dis, mais j'aimerais être comme ces femmes, mais je ne le suis pas. Alors, vous parlez aussi de la culpabilité postcoloniale. Vous dites, la France se laisse draper d'un voile d'obscurantisme et je ne reconnais plus la République que je chéris tant. La France, dans ses zones périphériques, rongée par la culpabilité, a renié sa propre identité. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop
dans le fait de se culpabiliser par rapport à un passé, de se s'auto-flageller, de changer les programmes scolaires. Est-ce qu'on en fait trop? Ah oui, on en fait un peu beaucoup. Oui. Non, je trouve ça, alors que ce soit l'exécutif, quand on parlait de l'Algérie, quand il disait les crimes commis pendant les crimes, il parle de crimes contre l'humanité en Algérie, mais il a une vision qui est tellement caricaturale de ce qu'était, parce que moi, quand je pense à l'Algérie, je pense aussi à Camus, voilà. Il faut lire les écrits d'Alger, avec quel courage, c'était un enfant pauvre, voilà, et un orphelin dont la mère ne savait pas lire et écrire. Et donc, oui, mon fils n'aime que les voitures de pompiers. Voilà, donc on n'a pas de donc voilà, donc on n'est pas pour il n'y a pas de jeu neutre vraisemblablement. Et non, je trouve que par exemple, quand Ramayad avait dit, alors qu'elle se pinçait sur la statue de Colbert, je trouvais ça trop. Enfin, franchement, c'est tout ça quand on c'est jamais, enfin, de dire un peu la question. De renier la philosophie des Lumières en disant que c'était une manière de maintenir la domination d'une pensée blanche. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries, en fait? Enfin, je ne sais pas, enfin, de relire comme ça l'histoire. Moi, je ne sais pas comment expliquer qu'on puisse comme ça décontextualiser les choses. Ça ne l'a pas gêné d'aller en salle Colbert pendant toutes ces années. Ça l'a pas, enfin, en plus, sur la question du code noir, parce que c'est la raison pour laquelle il y a cette espèce de... il est mort avant qu'il soit édité. Et la question du code noir, c'était aussi assurer la puissance, en réalité, la domination de l'État central sur... voilà, mais j'ai pas de... Voilà, je regarde les choses avec beaucoup de... Je fais partie des gens qui ont une admiration pour Napoléon, voilà. Donc je vais pas... Et alors, vous parlez aussi du combat contre l'islamisme. Oui, cette affaire absurde, des créneaux horaires, des piscines réservées aux femmes, qui était une affaire qu'il y avait eu avec Martine Aubry. Donc qui continue. Voilà, qui continue. Parce que maintenant, en plus, c'est les créneaux horaires et le burkini. Voilà, c'est ça. Et évidemment, je me suis dit, mais c'est n'importe... Enfin, Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'islam 2.0 qui n'a rien à voir finalement avec l'islam des origines, qui réinvente une tradition faite avec des produits de synthèse, une tradition totalement mythifiée? Et par exemple, on voit dans ces prisons des gens qui ont des tapis de prière avec des boussoles pour indiquer la Mecque. Ça fait longtemps, il y a même les réveils pour indiquer. Voilà, les réveils, c'est totalement, c'est une sorte d'islam 2.0 de péplum en fait. Non, c'est comme vous avez, il y a des sites, je ne sais pas pourquoi, je devais chercher en fait une biographie d'Abdelkader, donc j'ai dû me regarder ou m'abonner à un site d'objets en fait. Vous avez la poupée qui récite des versets du Coran, lui le machin, etc. Mais enfin, les gens ne se rendent pas compte du business. Alors, on l'a vu dans l'émission de Zone Interdite à Roubaix avec les poupées sans visage. Mais il y a tout un... Enfin, le burkini n'existait pas il y a 50 ans. Donc, ils inventent des choses. Enfin, dans les rues, moi, j'étais très frappée de voir que des gamines, elles avaient 20-25 ans. Quand j'écris Lettres aux femmes voilées, il faut savoir que l'émancipation à Téhéran, c'était des femmes qui portaient les jupes et pas ça. Donc, je me dis que quand même, ce qui me surprend, c'est qu'il y a des petites jeunes filles françaises ou des gens qui vont défendre, qui vont devant les piscines pour exiger le port du burkini. Le problème, c'est que... Et donc, j'ai même vu des trans aller avec ces femmes-là. Je me dis, mais ils se rendent compte que dans n'importe quel pays arabo-musulman, ils seraient lapidés. Mais c'est cette espèce de servitude volontaire de penser que... je sais pas, il y a qu'à Paris qu'on pense que l'homosexualité est acceptée dans les pays musulmans, que c'est formidable, c'est très très chouette. Mais on va en parler parce que dans Lettres aux femmes voilées, vous avez un paragraphe sur l'Iran et sur Alger, on va revenir sur ça. Mais avant, maudite. Vous dites, j'ai été maudite pour avoir aimé un homme, Stéphane Charbonnier dit Charb. Et vous disiez, je préfère mourir et garder Charb en vie. Et alors là, ça a été terrible parce que Charb est tué. Et à la seconde, le frère du dessinateur dément la relation et vous demande de ne plus parler. C'est comme une seconde mort, là, en quelque sorte. C'est terrible, c'est une mort symbolique atroce. C'était... mais là aussi, vous voyez, la maman de Stéphane, de Charb, a fait un livre, Lettre à son fils, où elle explique qu'est-ce qui s'était passé. Mais là, c'est pareil, ça n'a pas été repris. Donc elle l'explique avec beaucoup de pudeur, mais vous voyez, c'est là aussi où il y a des choses que je ne saurais pas dire à ma fille, en fait. Et
il y a quelque chose que les gens ne savent pas. euh, et ça reste en moi en me disant, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a sans doute, je suis le contre-exemple des choses qu'il ne faut pas faire, et de penser qu'en réalité, on peut sortir de son milieu. Voilà. Moi, je pense qu'on est encore dans un système euh, où, en gros, la fille de Harky ne peut pas être avec des gens de gauche et que c'est comme ça. Enfin, c'est Patrick Buisson. Oui, parce qu'il m'arrive d'avoir des relations totalement sulfureuses et je ne fréquente pas uniquement des gens d'extrême gauche, il m'arrive de fréquenter des gens très à droite. Et il m'a dit cette phrase, comme on pourrait dire à sa fille, oh, mais qu'est-ce que tu croyais, Jeannette? Tu croyais qu'ils allaient t'accepter, toi, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, toi, la fille de Harky. Et ben, vous savez quoi? Mais il avait raison. Je ferai jamais. Et donc, du coup, ça a été d'une telle violence. J'ai été traînée dans la boue. Mes parents, en plus, ma mère était en train de mourir. Mon père, tout a été sali. Et c'était immonde, voilà. C'était immonde. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Et ce qui était terrible, en même temps, du coup, je suis partie vivre 3 ans à l'étranger, c'est que quand on m'a appelée, moi j'ai refusé de me constituer partie civile, j'ai refusé les changements. Et aujourd'hui, plus jamais j'irai devant une juridiction pour soi-disant rétablir une vérité ou à faire une action de diffamation. Jamais plus de ma vie. Les gens peuvent. Donc là, on est sur Internet, allez-y, vous pouvez m'injurier, j'irai jamais. Je ne ferai pas de recours, je m'en fous totalement. Donc, c'est que c'est à quel point c'est difficile à expliquer. C'est que je pense qu'il faut voilà, de penser qu'on peut vivre librement, que les choses, les cloisons peuvent tomber, bah, c'est pas vrai en fait. C'est sur la grande tristesse. Oui, parce qu'on n'a jamais accepté que la fille de Harky soit avec l'homme du journal qui a été condamné pour ses propos sur Harky, que Oui, la mais dame de Sarkozy soit avec le communiste Chab. On n'a jamais accepté. Il y a des barrières qui. oui, mais sa mère a Ouais. écrit qu'il le savait. Elle le dit de manière très pudique. Elle l'a écrit, elle dit qu'il savait, etc. Mais quand on m'a demandé de me constituer partie civile ou que des avocats de l'hypercachère au moment du procès m'ont dit que jamais, je lui dis mais jamais de ma vie j'accepterais ou je m'infligerais de, 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 de participer ou d'être assise à côté de gens. À la rigueur, ce que je vais dire est horrible, mais après tout, vous savez à quel point je peux dire des horreurs, donc, et que je suis assez cash, mais c'est toujours plus facile de voir l'ennemi désigné, donc enfin, les seconds couteaux, troisième couteau, etc. C'était d'être à des gens qui m'ont traîné dans la boue, et ça c'est difficile, et donc moi je crois pas que les gens ont compris réellement que ont tiré les leçons de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a juste une période de calme là et que, enfin de calme, tout est relatif. Hein. Il y a quand même quelques attentats. On va dans une église, on tue 3 personnes. Voilà, donc bon, en même temps c'est. Mais voilà, je pense qu'un jour les choses les planètes se réaligneront. Voilà. Alors, on vous reproche d'ailleurs ce passage à la télévision. Et juste après ce passage, vous êtes pas en état d'aller aux funérailles parce que vous êtes au Val-de-Grâce. Et vous racontez la rencontre avec Charb, c'était par Patrick Besson, un jour d'automne chez Lip. Et votre relation va commencer à s'accélérer en 2014, quand votre cancer de votre mère est diagnostiqué. Vous pensez que ça intéresse les gens? Quoi? Vous pensez que ça intéresse? Je ne sais pas en réalité. Je pense que c'était... vous voyez, c'était... Je pense qu'il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Voilà. C'est-à-dire que je pense que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et il y a peu de choses dans ma vie, parce que j'en ai fait des trucs... mais je pense qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc s'il y a des... Donc voilà, je suis en admiration de... Voilà, je parle aux femmes, après tout aux hommes, c'est que il ne faut pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de penser que on n'a pas à se soucier des choses et qu'on peut vivre les choses avec passion et amour. Ça, c'est... Oui, parce que vous dites aussi, ce qui est terrible, c'est que les gens de Charlie Hebdo voulaient faire de Charb une image irrespectueuse, grossière, irrévérencieuse,
qui saute sur tout ce qui bouge. Et vous dites c'était exactement le contraire, il était d'une immense tendresse. Vous avez d'ailleurs, on vous a reproché, mais vous avez produit des photos de lui avec votre petite fille, voilà. Oui, enfin, la seule chose, donc, c'était... je pense qu'une femme traînait dans la boue comme je l'étais, mais j'étais considérée comme une traînée, en fait, une catin ou un truc comme ça. Ouais. Et donc, c'était affreux parce que je n'ai même pas... La seule chose que je garde précieusement, c'est les échanges pour ma fille, en fait. Je crois que c'est pour ça, en fait. Parce que je veux pas qu'un jour, elle pense que ce qu'on a pu dire sur sa mère est vrai, en fait. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu la chance d'avoir... c'est le fruit du hasard, en fait. C'est que, quelque temps avant, j'étais à un dîner de chez Danielle Thompson, en fait. La fille de Gérard Horry. Celle qui a écrit La Boum. Enfin, grande scénariste. Vous êtes trop jeune pour avoir été fan de La Boum de Sophie Marceau. Et à ce dîner-là, il y avait Hervé Temim. Qui a été votre avocat. Avec Julia Mikowski, en fait. Et ils ont été d'un rempart et ils m'ont protégée, voilà. Et quand tout s'est passé, en fait, il m'a envoyé chez un huissier. Et on a consigné, en fait, l'ensemble des SMS. Et je garde précieusement cette correspondance pour ma fille. Le jour où elle me dira, mais est-ce que tous ces trucs que les gens ont écrits, est-ce que tu as fait tout ça ? Et je lui donnerai, en fait. Et alors c'est terrible parce que les collaborateurs de Charlie vous accusent quasiment de viol posthume. Vous donnez une interview dans Valeurs Actuelles où je crois que vous ne vouliez pas vraiment que les propos soient répétés. Ils les ont un peu répétés sous le manteau. Non, c'était... Voilà, je pense qu'il ne fallait pas abandonner, mais après, les déchirements qu'ils ont eus au sein de la rédaction montrent que les choses ne sont pas si évidentes que ça, et que voilà. Mais moi, je ne donnerai plus jamais un mot sur le journal, ni pour les défendre, ni pour... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un symptôme de notre époque qu'on n'accepte pas la complexité, finalement ? On n'accepte pas l'ambiguïté, on n'accepte pas ce qui n'est pas toujours simple. Oui, non, mais ce qui est vrai, mais il faut laisser les choses dans leur manichéisme. Le côté manichéen, c'est plus simple, mais je pense sincèrement que il faut jamais avoir d'idole, en fait. Je crois que c'est surtout ça qui fait que... Voilà, et qu'un jour les idoles tombent, en fait. Donc, les vaches... Voilà, mais je ferai... donc maintenant, je suis extrêmement sur la réserve et je ne me brûlerai plus jamais les ailes, comme il m'arrive de continuer les combats, mais je le fais à ma manière, je les choisis et je ne me laisse plus instrumentaliser. Voilà. Alors, on va parler de lettres aux femmes voilées et à ceux qui se tiennent. Partez en Finlande, vous êtes dans une salle d'attente avec votre petite fille, que vous emmenez à un cours de danse, et là, il y a une jeune femme voilée qui regarde une vidéo de Daesh et qui va revenir la semaine prochaine avec sa petite fille de 7 ans voilée. Et vous dites, alors pourquoi cette maman, elle qui est née, parce qu'elle était née en Finlande, elle qui est née dans un pays où les femmes ont eu le droit de vote avant la Première Guerre mondiale, alors que nous, Françaises, avons dû attendre la fin de la Seconde, pourquoi cette maman a-t-elle éprouvé le besoin de revêtir un masque de servitude? Et comment une femme née en Finlande, comment cette femme va finalement avoir besoin de se tourner vers le fondamentalisme? Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage en fait de Fethi Benslama sur celles qui sont parties faire à Daesh, celles qui sont parties en Syrie faire le djihad. Et c'est assez fascinant, c'est que vous avez, c'est les convertis en fait. Les nouveaux convertis sont les pires, c'est terrible, ça, c'est les plus radicaux. Classe moyenne, souvent issues de familles de divorcés, qui croient en l'amour, le véritable amour, et qui rencontrent des types sur Internet et qui les ont jamais vus, et elles partent avec leur sac à dos, un peu comme Dora l'exploratrice, et qui vont rejoindre Daesh et exploiter et participer à un génocide, celui des Yazidis. Et vous avez vu qu'une Allemande a été condamnée pour la mort d'une petite Yazidi de 4 ans qu'elle avait attachée et qui est morte suite à de la maltraitance. Voilà. Et c'était une fille allemande qui n'était pas du tout de culture... des enfants de la République, turcs ou je ne sais pas. Mais donc vous voyez bien qu'il y a quand même un problème
de civilisation, de valeurs, de perte de repères, à tel point que n'importe quelle personne n'a pas l'esprit suffisamment critique pour voir que ce même homme soi-disant, qui est soi-disant l'amour parfait, parce qu'en fait, elles reprochent souvent à leur mère d'avoir travaillé, de travailler, elles reprochent à leur mère le nouveau compagnon, elles reprochent, donc elles se disent que le véritable amour, c'est celui qui est fait sous la loi de Dieu, et peu importe si cet homme a quelques esclaves sexuels et qu'à côté de la chambre, il viole des gamines, c'est monstrueux. Et alors vous revenez sur l'histoire de l'Iran, et cette histoire est incroyable. En 1936, en Iran, le hijab est interdit des universités, donc les femmes ne sont pas voilées dans les universités. Et en fait, c'est seulement le voile est arrivé en 79 comme outil de propagande révolutionnaire avec Khomeini. Et vous dites, ce Khomeini, qui donc a introduit le voile comme outil d'identité, finalement, de propagande, la France va lui donner refuge. Michel Foucault va dire que c'est le saint homme, et Foucault va même dire personne en Iran n'entend par gouvernement islamique un régime politique dans lequel le clergé jouerait un rôle de direction ou d'encadrement. Et Foucault dit il m'a impressionné dans sa tentative pour ouvrir dans le politique une dimension spirituelle. Et là, vous référez à Solzhenitsyn qui parle dans sa conférence de Harvard du déclin du courage. Finalement, comment des intellectuels de gauche, presque libertaires, français, vont ouvrir la porte ouverte au voile, ouvrir la porte ouverte à finalement les traditions réactionnaires les plus dramatiques. Ben, s'il n'y avait que ça, c'est qu'ils ont soutenu, ils ont fermé les yeux sur le goulag, ils ont fermé les yeux sur le génocide cambodgien avec les Khmers rouges. C'est-à-dire que la dérive de tous ces intellectuels, et on le voit aujourd'hui, alors aujourd'hui on dénonce le wokisme, la cancel culture, mais elle est le fruit de ces intellectuels-là. Donc la déconstruction, c'est fort sympathique, hein, mais Foucault, c'est fourvoyé, voilà, c'est fourvoyé. Et donc, on continue d'ailleurs. Moi, je suis quand même très surprise de voir qu'aujourd'hui, le chef de l'État va embrasser ou s'incliner devant Ben Salman, en fait, celui qui fait exécuter un journaliste dans un consulat à Istanbul, en fait. Et on dit, mais non, mais il faut discuter avec lui, celui qui met dans des geôles des militantes féministes qui se font agresser. C'est quoi celui qui fait arrêter et torturer des gens, celui qui fait exécuter des gosses de 13-14 ans parce qu'ils sont chiites? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Et on va vous dire, mais non, ce sont nos alliés. Mais les alliés de quoi? Le fondamentalisme wahhabisme a financé depuis des années, en fait, les madrasas les plus radicales. C'est des écoles de terrorisme. Vous dites Khomeini qui débarque dans un avion affrété par l'Elysée, le Time qui nomme Khomeini homme de l'année, et Khomeini qui dit quand même nous allons détruire les gens qui s'opposent à l'islam avec la même force que nous avons utilisée pour détruire le régime du Shah. Et vous racontez en Iran où des gamines de 9 ans doivent porter le voile, c'est disant parce qu'elles sont les proies... Oui, parce qu'elles sont les tentatrices. Voilà. Ouais, les tentatrices. Donc, de même, on autorise le mariage de mineurs, mais je parle souvent du Yémen parce que c'est une terre qui m'est chère, mais on les appelle les petites mariées de la mort, c'est-à-dire quand on donne à marier des gamines de 8-9 ans et qui meurent des conséquences d'une hémorragie après leur nuit de noces. Enfin, c'est quoi je ne sais même pas. Et vous avez, dans ce documentaire que j'avais fait, on ne l'a pas monté, c'était une magistrate qui expliquait qu'elle ne pouvait pas condamner ces hommes qui épousaient des gamines de 8 ans parce que le prophète Mahomet avait épousé Aïcha qui avait 7-8 ans, voilà, mais dont on dit qu'il n'aurait consommé que quand elle avait 10-11 ans. Donc, quand vous avez... Et elle avait été formée à l'université saoudienne de Sanaa. Donc, bon... Dans ce pays en Iran où il y a un ministère du bien, de la lutte contre le mal, là, tout est dit. Et puis la police, c'est-à-dire que quand des femmes ont une mèche de cheveux qui dépasse, elles se font agresser dans la rue, arrêter en fait. Vous savez, on parle pas tellement de Nasrin Sotoudeh, qui est cette avocate qui est dans des geôles, dans la prison des vins, qu'on appelle les vins University, tellement il y a d'intellectuels. Mais ce que je trouve formidable en Iran, c'est qu'il y a des gens qui ont compris la question du sacrifice, mourir pour ses idées. Ce qu'on a oublié en fait dans nos sociétés occidentales. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de la Russie de manière assez caricaturale, mais en Russie, vous avez encore des gens qui vont, comme Navalny, qui retournent en Russie, alors qu'il va finir dans une geôle. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un Français qui est capable de mourir pour ses idées? Ouais. Et alors Khomeini qui dit « N'écoutez pas ceux qui parlent de démocratie. Ils sont contre l'islam et veulent éloigner le pays de sa mission. Nous allons briser leurs plumes empoisonnées. » Et vous parlez en Iran de ces parcs qui sont interdits aux femmes voilées.
et aux chiens. Vous parlez de l'administration en Iran où on accepte seulement 10% de femmes, il y a une sorte de quota. On accepte là. Vous parlez de ces brigades des mœurs qui jugent les tenues des passantes et qui réprimandent à coups de bâton et de fouet celles qui n'ont pas la bonne tenue. Oui, oui, non, non, les gens oublient que Shirin Ebadi, qui a été prix Nobel de la paix, qui était magistrate, a été obligée de quitter ses fonctions, voilà, parce que quand Khomeini est arrivé au pouvoir, donc moi, alors évidemment, quand je faisais la promotion très difficile, parce que personne ne m'invite, à part vous. On est toujours seuls. Ouais, voilà. Et en disant, mais c'est caricatural, mais c'est pas chez nous, donc ça ne nous regarde pas. Je me suis dit, l'esprit de Camus a vraiment quitté la France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un endroit dans cette planète où il y a des injustices, comment être indifférent à ça en disant mais non, il ne faut pas en parler parce que vous caricaturez, c'est pas chez nous, nous c'est différent. Ah ouais, c'est différent, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, je trouve plus intéressant à la rigueur d'aller à Sanaa ou d'aller à Téhéran plutôt aller à Saint-Germain-des-Prés pour expliquer que, vous savez, le voile incarne quand même une symbolique qu'on ne peut pas ignorer. Parce que ça n'a aucun intérêt. De toute façon, ils ont leurs convictions, ils sont convaincus qu'en réalité, c'est un phénomène de mode et que ça passera comme une crise d'adolescent. Il faut relire, en fait, Boualem Sansal quand il disait, notamment quand ils ont vu arriver les intégristes qui venaient du Caire, en fait. L'Algérie, la décennie noire, c'est 200 000 morts. Quand le GIA a pris les armes, et il disait, mais nous aussi, ça nous a fait beaucoup rire au début. On voyait ça de manière assez folklorique. Le réveil a été d'une violence telle. On égorgeait des femmes qui refusaient de porter le voile, on les éventrait. Enfin, on a assassiné des chanteurs, donc Lounès Matoub. Donc aujourd'hui, comment peut-on penser? Alors, on sait ce qui s'est passé avec l'Algérie, ce qui s'est passé, mais on peut penser que la France sera épargnée. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? En ce moment, il y a les procès du Bataclan. Mais quand ils sont allés assassiner des gens au Bataclan, ils n'ont pas demandé si certains étaient musulmans ou pas. Ils ont tué tout le monde. Voilà. Et comment vous expliquez cette alliance un peu étonnante entre une gauche presque wokiste, une gauche qui défend toutes les particularités, qui défend un féminisme extrémiste, et un certain islamisme? On voit une alliance finalement assez bizarre, contre nature, on dirait presque. Non, parce qu'en réalité, c'est un peu ce qu'avait toujours Michel Foucault en disant, mais ce n'est que un moyen en fait de faire une révolution sociale. En fait, c'est un peu tous les travaux de Judith Butler qui expliquent qu'elle va légitimer tous les mouvements pro-palestiniens, même s'ils ont une dimension religieuse, en disant c'est pour lutter contre la colonisation israélienne. C'est tous ces mouvements-là qui en fait sous-estiment, comme avait fait Foucault, la dimension religieuse, en disant qu'en réalité qu'une fois que les inégalités seront gommées, cette dimension religieuse disparaîtra. Vous dites notamment en Iran les associations qui défilent en disant la femme en hijab est la perle dans l'huître. Une femme sans hijab est une chaise à 3 pieds. Je sais que le noir de ton hijab est plus dur pour l'ennemi que le rouge de mon sang. Oui, Rani Ramadan, qui a publié des tribunes dans le monde, dit la même chose en fait, en disant une fille qui porte pas le voile, c'est le père de Tariq? Le frère. Le frère. Le frère. Et donc, c'est à peu près, vous savez, mais c'est partout, parce que vous savez, maintenant on parle de femmes, de mode pudique, en fait, de mode. Donc vous avez donc aussi bien en planning familial que dans les outils de communication du Conseil de l'Europe. Vous avez toute une industrie textile qui fait Decathlon avait fait pour faire du sport, Nike le fait. Vous avez toute une industrie en fait qui a compris qu'il y avait un marché formidable et qu'il y a toujours un type pour dire que une femme qui porte le voile est plus précieuse qu'une femme qui ne le porte pas, qui est en gros une traînée. Voilà. En gros, il y a les femmes qui sont les traînées et les autres. Enfin, c'est vieux comme le monde. Hein. Ouais, et à Alger, par exemple, on dit le hijab est notre cheval de Troie. Et il y a Dawa qui vise l'hijabisation des moins de 15 ans, avec commencé dès le plus jeune âge à les habituer à porter le voile, découvrait le voile adapté à nos petites têtes. Et alors ce qui est terrible, c'est quand le Parlement interdit le harcèlement de rue, les islamistes dénoncent une intrusion occidentale visant à détourner
le peuple des préceptes coraniques. Alors les préceptes coraniques, c'est le harcèlement de russe. Oui, bah oui, mais en même temps, c'est ce que connaît l'Algérie, la France le connaît, hein. C'est-à-dire vous avez ces boutiques et vous n'avez pas besoin d'aller à Roubaix pour les trouver, où vous avez des tailles, vous allez sur des sites internet, vous avez des petits voiles, vous choisissez la taille, des petites tuniques et pour petites filles. Donc c'est affreux parce que et vous avez des poupées qui sont déjà voilées, donc pour bien les conditionner. Voilà. Tous les mouvements fascistes. J'ai toujours été très intéressé par la jeunesse. La Les jeunesse, fascistes voilà. Et donc, mais j'ai c'est toujours comme été ça très intéressé qu'est par les jeunes. arrivé l'intégrisme en Algérie. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, c'est évidemment rejeté tous les fruits de la colonisation et notamment la langue française. Et donc, mais les Algériens ne parlaient pas arabe, donc il fallait faire venir des professeurs d'arabe. Ils les ont fait venir. L'Égypte a envoyé tous ces intégristes dont ils voulaient se débarrasser. Et c'est par les enfants que l'intégrisme est venu. Donc c'est pour ça que la loi sur les signes ostentatoires à l'école est fondamentale, parce que l'école doit rester un temple sacré où on laisse à l'entrée de l'école ses convictions religieuses. Sinon, comme ça qu'on apprend l'esprit critique. Et alors, dernière question, le 17 juillet 2018, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a jugé que la France, en adoptant la loi interdisant le voile intégral, a discriminé les musulmans, et cela précisément en violation du pacte international des droits de l'homme. Est-ce qu'au nom des droits de l'homme, on fait tout et n'importe quoi? Non, le problème c'est que l'Organisation des Nations Unies, mais en même temps quand l'Iran ou l'Arabie Saoudite font partie des comités, de ces comités-là, vous imaginez bien, et que si la France s'intéressait, ou en tout cas la presse s'intéressait peut-être davantage à ce qui se passe sur les questions internationales, c'est la pression qui existe sur d'autres États membres pour empêcher, par exemple, que des commissions d'enquête soient menées. Je prenais le cas du Yémen, l'Arabie Saoudite, c'était une enquête du Guardian, comment l'Arabie Saoudite influence, grâce à ses pétrodollars, ou impose une conception aux autres États. Et des États pauvres qui ont besoin de cette manne financière juste pour survivre acceptent de se dire ça. Mais ça, moi, j'étais très frappée, c'est de voir que quand il y a eu la condamnation de la France dans l'affaire Babylou, l'un des rares qui a voté en fait en soutien de la France, c'était le Tunisien. Et les autres, le Canadien, etc., ont voté contre la France. Donc la trahison vient aussi des élites occidentales. C'est vraiment le déclin occidental. Voilà. Je pense que l'invention, et on comprend pourquoi la cancel culture s'attaque aux valeurs issues de la philosophie des Lumières, c'est l'universalisme. C'est l'idée qu'il y a un socle commun. Et donc de rejeter Voltaire, de rejeter... je me suis dit, mais bon sang, mais j'ai pas envie de vivre dans ce monde. Voilà. Écoutez, Jeannette Bougrain, mille merci d'être venue. Moi. Merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission. Merci beaucoup. Salut et fraternité.